Bonjour à tous. Donc, vous regardez le titre là et vous vous dites bon, Kubernetes, cloud, ok, mais serveur dédié, ça va pas ensemble, c'est bizarre quoi dans le titre. Donc, visiblement, c'est des notions qui de nos jours ont tendance à être antinomiques, alors qu'on va voir qu'elles ne le sont pas forcément. Si on remonte en arrière, il y a 20-25 ans, tout le monde avait des services avec des serveurs dédiés. Puis on a eu la virtualisation de plus en plus qui s'est démocratisée, la conteneurisation avec Docker et donc ensuite l'orchestration avec Kubernetes principalement. Et du coup, on a eu en même temps une montée en puissance des hébergeurs de services pour vous proposer des solutions clés en main, plutôt faciles à mettre en place, ce qui a tendance à être plutôt vrai. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que par exemple AWS, vous savez d'où ça vient? Ça vient du fait que Amazon louait des serveurs supplémentaires pour gérer les pics à Black Friday et à Noël, et que du coup le reste du temps, comme ils étaient engagés sur leur contrat de location de serveurs, ils ne savaient pas quoi faire des serveurs. Voilà, donc c'était pour rentabiliser le temps inutilisé des serveurs. Donc là, vous avez un petit peu le menu de tout ce qui nous attend. Donc on va parler des enjeux, la maîtrise des coûts, la dépendance, sécurité, souveraineté, résilience. On va vous présenter ce qu'on a mis en place. Et à la fin, on fera une petite conclusion. Donc Swin, alors c'est Arnaud, notre développeur front, ancien élève 2022, c'est ça? Voilà. Et donc moi Tristan, je suis le CTO de l'entreprise, on est 13, donc on va faire un petit peu notre pub. Notre métier c'est l'autoconsommation collective, là vous dites, il a dit un gros mot. Donc l'autoconsommation collective, c'est un peu comme l'autoconsommation individuelle, mais avec une petite différence. Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous, vous consommez une partie, et le surplus que vous ne consommez pas, aux heures où vous ne consommez pas suffisamment par rapport à la production, plutôt que de le revendre à EDF, vous allez le revendre à vos voisins. Donc c'est ce qui est illustré dans le petit schéma ici. Pour faire ça, nous on fait de la répartition en temps réel, tant d'un point de vue transaction entre les compteurs que d'un point de vue pilotage, par exemple de bornes de recharge ou de batterie. Donc on a des petits objets IoT qui viennent un petit peu se plugger sur les compteurs ou qui viennent, on a une petite aussi passerelle IoT qui s'installe pour les installations un peu plus complexes où il y a des bornes de recharge. Et toutes ces données remontent et elles remontent en temps réel. Donc on remonte des données toutes les 30 secondes sur notre belle application développée par Arnaud en Flutter. Mais avant d'en arriver là, forcément, on a dû se poser pas mal de questions. Donc du coup, on avait envie de mettre en place une infra, quelque chose de moderne, avec du Kubernetes, du Helm. Et en fait, on a vu que les choses n'étaient pas si simples et que tout ceci pouvait avoir des conséquences de partir sur du cloud public. Parce qu'évidemment, quand on est une startup, qu'est-ce que vous avez des incubateurs ou même carrément les hébergeurs, ils vous proposent des millions de crédits gratuits, que ce soit chez AWS, Google Cloud Platform ou encore Azure, pour citer que les principaux. Et en fait, c'est un petit peu le piège, c'est qu'on a tendance à dépenser ces crédits, et puis un jour, ça s'arrête, généralement 3 ans. Et là, c'est le moment où la startup, elle doit plutôt être rentable, et on se retrouve avec une très grosse facture d'infrastructure. Donc le premier sujet, c'est les coûts. Est-ce que vous connaissez cet homme? Donc David Hanson, c'est le créateur de Ruby on Rails. Donc pas n'importe qui, pas un fou furieux ou un illuminé. Et donc, c'est le CTO de la société 37 Signal, où il développe le logiciel Basecamp. Et donc, jusque-là, ils avaient tout dans AWS, ça marchait bien, mais ça coûtait très très cher. Ils se sont posé des questions, et ils ont décidé de tenter l'aventure du on-premise directement. C'est-à-dire là, on quitte complètement l'univers du cloud. Ils sont allés mettre des serveurs chez un prestataire de B de data center. Alors bien sûr, ça leur a pris un petit peu de temps. Et intuitivement, vous vous dites, ça y a coûté plus cher qu'avant, moins cher qu'avant. La proportion, il y en a qui ont un avis dans la salle? On va le voir ce point-là, mais est-ce qu'on est plus cher ou moins cher? Voilà la différence de coût entre les deux infrastructures. Le pourquoi du comment, c'est que toutes ces infrastructures cloud publiques sont très adaptées à faire ce qu'on appelle la gestion de pics de trafic. Donc quand vous avez des pics de trafic, vous instanciez à la volée des machines virtuelles et des ressources, et du coup vous répondez à cette demande, et puis quand la demande baisse, vous relâchez cette demande. Quand vous faites du business, et dans le cas de Basecamp, c'est un logiciel B2B, donc qui s'adresse à des professionnels, il n'y a pas des rafales de gens qui s'abonnent, il n'y a pas des rafales de gens qui viennent l'utiliser en pleine nuit d'un coup de manière imprédictible. Les gens l'utilisent du lundi au vendredi aux heures de travail.
Donc on arrive à avoir une prédiction de charge qui est très élevée. Et du coup, même s'il y a des petits pics, en proportion de la charge moyenne, on reste très raisonnable. Et donc il n'y a pas de gain à avoir cette possibilité de faire du on-demand. Et là, les coûts sont juste stratosphériques. Donc là, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui se lancent sur des solutions SaaS, souvent B2B. En France, c'est plus sur la culture B2B que B2C dans les startups. Et donc, on a une prédictibilité qui est extrêmement bonne. Et puis parfois, sur les débuts d'activité, même voilà, pour gérer 1000 clients qui se connectent, il n'y a pas besoin d'une infrastructure stratosphérique en coût. Et pourtant, moi, quand je rencontre d'autres startups, je vois des coûts où pour 1000 utilisateurs, on est à 5000 euros par mois. Voilà, ça fait réfléchir. Par contre, effectivement, je connais une startup qui est dans le monde du jeu vidéo. Là, ils sortent un jeu, pendant un mois, personne n'utilise, tout le monde le boude, et puis d'un coup, un soir, ça s'emballe, et il passe de 10 000 utilisateurs à 300 000. Là, pour le coup, ce genre d'infrastructure est très adapté. Voilà. Autre sujet, la dépendance. Est-ce que vous connaissez Broadcom? Broadcom, c'est un fabricant de chipsets. On le retrouve dans vos téléphones, dans des routeurs ou dans des télévisions. Pour une raison qui n'est pas très claire, Broadcom, qui est une très grosse société, a acquis VMware, qui est quand même le roi de la virtualisation dans notre univers informatique, puisque 95% des data centers l'utilisent. Et l'affaire s'est conclue il y a très, très peu de temps. Et là, depuis qu'ils ont pris la main sur VMware, ils ont décidé d'arrêter 56 produits. Avec conséquence pour les entreprises, deux solutions. Soit le produit qui remplace n'existe pas, donc il se retrouve en fait sur une fin de maintenance et une fin de licence. Soit le produit existe, mais dans une formule qui est beaucoup plus chère et qui ne convient pas aux besoins de l'entreprise. Donc là, vous voyez que quand on perd la maîtrise des solutions qu'on utilise, on peut avoir des conséquences assez graves. Voilà. Vous avez la même chose quand vous faites du Google Cloud ou du Azure. Il y a toujours une couche un peu spécifique sur la partie Kubernetes. Et à un moment, si vous utilisez trop de code qui est adhérent dans vos solutions type voilà, de mise en place type Terraform, ou avec trop de choses qui sont spécifiques à ces vendors-là, vous allez avoir du mal de passer d'un vendor à l'autre. Ça va avoir un coût, un temps. Et le jour où les tarifs augmentent, on ne peut pas le faire avant un an. Et puis pendant un an, on subit la hausse de coûts. L'autre sujet, bien sûr, c'est la sécurité et la souveraineté. Donc l'intervenant d'avant vous a parlé de RGPD. Là, la France a mis en place le SecNum Cloud, qui est une certification de l'Agence nationale des sécurités des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, il y a très peu de prestataires qui sont certifiés. À ma connaissance, il n'y a qu'OVH. Et en parallèle, les États-Unis, eux, ils ont mis en place le Cloud Act il y a quelques années. Donc le Cloud Act, c'est la version Gore du Patriot Act. Avant, on avait le Patriot Act. J'avais des données aux États-Unis, la NSA, le FBI, tout le monde pouvait aller voir mes données. Le Cloud Act, c'est la même chose, sauf que il suffit que les données soient gérées par un prestataire américain sur un sol étranger, il n'y a pas de souci. Donc vous avez des données AWS, vous les mettez en France en vous disant, bah voilà, souveraineté, RGPD, et ben la NSA, le FBI peuvent quand même aller voir vos données. Est-ce que c'est acceptable? Non, parce qu'évidemment, ça peut avoir plein de conséquences. Et on voit en plus qu'il y a un sujet d'acceptabilité, qui est que 72% des Français sont opposés à ce que leurs données personnelles soient stockées hors de l'Union européenne. Donc voilà. Et c'est un gros sujet pour nous, parce que nous, on collecte les données énergétiques. Donc là, on passe, on va dire, à travers tout un tas de biais psychologiques. Les gens ont l'impression qu'on va savoir qui sont là ou qui sont pas là. Du coup, qu'on a su qu'ils n'étaient pas là, qu'ils sont allés assassiner leur grand-mère. Voilà. Qu'on va savoir à quel moment il démarre la machine à laver, que l'amant de la femme était là. Non, on ne sait rien du tout, c'est juste une donnée sur le compteur à la fin. Si vous mettez bien sûr des équipements sur toutes les prises, vous saurez un peu plus ce qui se passe. Et c'est un point sur lequel Enedis est très sensible, il fait très attention à ce que les gens qui collectent des données énergétiques soient bien garants de la sécurité et la souveraineté de ces données-là. Donc c'est difficile d'aller mettre des données énergétiques chez un prestataire comme AWS ou Azure. Alors que la France regorge d'acteurs. Donc là, vous en avez quelques-uns, c'est pas pour leur faire de la pub. Donc vous avez deux très gros qui sont OVH et Scaleway, qui est la filiale de Free. Mais vous en avez des plus petits régionaux, alors voilà, NetOne, Adestar et Blue, c'est Bretagne Télécom, c'est ça. Ouais, c'est le nouveau nom de Bretagne Télécom. Voilà. Nos amis bretons aussi, ils défendront vos données. Ouais, t'aurais dû mettre un drapeau. Ouais.
Alors le dernier exemple est très intéressant. Quand, quand j'ai démarré ma carrière, c'était il y a longtemps, c'est l'avantage d'être vieux, c'est qu'on voit des choses. Alors l'inconvénient, c'est que quand on a la gueule de bois, on met du temps à récupérer. Mais du coup, avant, quand les gens me proposaient des offres managées, en fait, on appelait ça des offres mutualisées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des serveurs ou des ressources qui sont partagées entre plusieurs entreprises. Mais là, on vous l'a marketé en mode vous n'avez rien à gérer, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, on va parler de l'incident du 25-26 avril 2023. Donc là, on est chez Google. On est sur un data center en France. Et donc, il y a un data center qui a été inondé. Donc jusque-là, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. On a beaucoup parlé du data center chez OVH qui a pris feu. Donc celui-là a été inondé, sauf qu'en fait, il y a eu des conséquences en cascade. Et du coup, il y a eu finalement 3 data centers qui ont été inaccessibles. Et le principal sujet, c'est qu'en fait, les contrôleurs Kubernetes n'étaient plus accessibles pour les entreprises. Et du coup, ils ne pouvaient pas gérer le déplacement des services sur d'autres nœuds, ou même, serait-ce que monitorer ce qui se passe, quoi. Et donc, comme ça, on a eu des services comme, alors ça va vous faire rire, mais cybermalveillance.gouv.fr, qui est tombé off pendant 2 jours, ou encore les aéroports de Lyon. Voilà, ça fait moins rigoler. Et alors pourquoi? Parce que en fait, quand vous achetez des VM, au mieux, qu'est-ce que vous avez? On vous garantit l'anti-affinity. C'est-à-dire qu'on va vous garantir que la VM, elle n'est pas instanciée sur le même serveur. Enfin, c'est instancié sur le même serveur sur un serveur dans la même baie ou dans le même local et que le problème c'est la clim, ça va pas changer grand-chose niveau résilience. Donc en fait, vous ne savez pas ce qui se passe parce que justement c'est managé. Tout ça, ça vous est caché. Alors quand tout va bien, tout va bien. Mais en fait, quand tout va mal, vous maîtrisez plus rien. Et ça, c'est quand même problématique. Donc l'idée, évidemment, c'est de privilégier une approche multirégionale, ce qui globalement est peu ou pas offert par les providers de cloud public. Évidemment, si j'ai des serveurs sur toutes les zones et qui communiquent entre eux, j'aurai moins ces problèmes-là. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va prendre des serveurs dédiés, voilà, parce qu'on est fou. Et on va tout maîtriser. Bon, effectivement, on n'est pas allé jusqu'à louer un emplacement dans un data center et mettre nos serveurs, parce qu'on est encore petit et que ça générait des coûts. Donc on est parti quand même de serveurs dédiés. Donc on a pris des serveurs quand même pas trop petits. Donc là, vous voyez un nœud typique. Donc on a 6 cœurs, 12 threads, 2 disques NVMe et 2 cartes réseau, 32 Go de RAM. Voilà. Donc en plus, aller dans cette démarche-là, ça vous oblige un peu à vous rapprocher du hardware et de vous rappeler qu'est-ce qui se passe derrière. Le cloud, le virtuel, ça n'existe pas. C'est du hardware chez quelqu'un d'autre. Donc l'idée, c'est que tous ces serveurs, ils sont reliés entre eux. Et puis, dessus, on a décidé d'y installer Proxmox. Proxmox, c'est une solution de virtualisation qui est open source, qui est basée sur Debian. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais alors les serveurs dédiés, c'est compliqué, on va revenir à l'HD script et tout. Et là, vous voyez, là, je crée des machines virtuelles sur Proxmox avec du Terraform. Voilà. Donc on ne revient pas dans le passé, on reste avec des outils modernes d'automatisation. Mais on bénéficie quand même d'une solution qu'on maîtrise, qui est open source. Proxmox fait payer le support, pas le soft. Tout le monde a accès au code source du soft. Et puis ça reste un Linux, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller ultimement bidouiller dedans que dans un VMware. Et donc on a pris chez OVH donc un serveur à Roubaix, un à Gravelines, un à Strasbourg. Dans le détail, la première question qu'on doit se dire, c'est bon, ben voilà, l'appli se connecte. On va résoudre un nom de domaine qui s'appelle api.swing.fr. Et idéalement, il faut que ça aille dispatcher le trafic au bon endroit. Alors comment on a fait ça? Donc chez les hébergeurs, vous pouvez interconnecter vos serveurs sur un VLAN et sur un VLAN, vous pouvez y associer un pool d'IP public. Donc on a fait ça et chaque serveur physique a une IP sur ce pool d'IP public et on a gardé quelques IP en RAP pour faire des IP virtuels donc qui correspondent à la résolution DNS api.swing.fr. Et donc ensuite, les VM Firewall discutent entre elles pour s'attribuer qui va prendre le trafic.
Donc ça utilise des protocoles comme CRP, et puis elles sont sous pfSense, elles utilisent aussi un autre protocole qui s'appelle pfSync. Donc CRP, ça permet de faire de la virtualisation d'IP. Donc à un instant T, il y a une résolution entre l'IP et l'adresse MAC, et c'est le nœud qui est maître qui va répondre. Vous êtes peut-être dit aussi pourquoi il y en a 3 des serveurs. En fait, dans l'univers du cloud, beaucoup de protocoles fonctionnent avec ce qu'on appelle les quorums. Et donc dans les quorums, c'est pas comme dans Star Wars. Dans Star Wars, un maître, un apprenti. Dans les quorums, il y a un maître et 2 esclaves. Pourquoi? C'est la problématique de ce qu'on appelle le split brain. C'est-à-dire que s'ils sont un nombre pair et que le réseau se coupe en 2, personne ne sait qui est l'univers maître et qui sait qui est l'univers qui est off. En ayant un nombre impair, on a la certitude qu'on a toujours une convergence. La majorité sera qu'elle est du bon côté de la force. Donc ensuite, sur la partie, donc on a la partie CRP pour attribuer l'IP virtuelle à un instant T sur un des firewalls. Et après, on a du pfSync qui va nous permettre de faire et du load balancing et en plus, ils font du transfert d'entrée NAT. Donc là, c'est pour ceux qui ont fait du réseau. Évidemment, si vous avez du firewall, on NAT le trafic pour aller vers évidemment les VM et là où on va faire tourner nos applicatifs. Et si on déplace le trafic sur un autre firewall où passent les entrées NAT, et bien là, en fait, les VM firewall s'échangent entre elles les entrées NAT. Alors là, on a le détail de nos VM. Donc on a 3 VM. Alors pourquoi 3? On va détailler. D'abord la fameuse VM Firewall sur pfSense. Donc pfSense, c'est une distribution basée sur OpenBSD qui est orientée routeur. Donc au départ c'était pour des routeurs physiques et puis ils l'ont mis à disposition à la fois gratuitement et en mode payant. Encore une fois, en mode payant c'est essentiellement pour avoir du support. Il y a quelques fonctionnalités en plus. Voilà. Mais c'est aussi open source, on maîtrise. Et pour la partie VM pour Kubernetes, donc on utilise Talos. Alors Talos c'est tout nouveau, c'est un petit qui démarre, qui fait des distributions Linux qui n'ont qu'un seul but, c'est faire des nœuds Kubernetes. Donc c'est un système ultra minimum qui est en read-only pour des problèmes de sécurité. Et donc l'idée c'est qu'on fait des VM qui sont control plane, qui vont venir contrôler notre Kubernetes et qui sont workers, c'est-à-dire qu'ils sont là pour exécuter de la charge de travail. Donc si on reprend là dans le schéma d'avant, l'idée aussi c'est que dans Talos, les control plane utilisent aussi CRP, ce qui permet à un instant T, on adresse toujours une seule IP virtuelle pour contrôler son cluster Kubernetes, mais entre elles, elles vont élire aussi un maître et 2 esclaves. Et tout ça, je n'oublie pas l'automatisation, on fait du Terraform ici également. Donc il y a aussi du Terraform pour Talos qui permet d'aller installer le fait que ce soit un control plane ou un worker sur une machine virtuelle donnée. Voilà. Alors là, on atteint la partie compliquée, parce que jusque-là, c'était rigolo. Donc grâce à l'étape d'avant, je suis capable de faire tourner, par exemple, une API avec un Nginx. Il n'y a pas de souci. Je retrouve mon univers Kubernetes et Helm, une fois que j'ai fini le setup précédent, celui-là. Mais évidemment, je ne peux rien stocker. Vous allez me dire, un cluster qui ne peut rien stocker, ça ne sert pas à grand-chose. Et ce qu'on a envie, c'est d'instancier des persistants de volume Kubernetes. Là, il y a beaucoup de solutions qui existent. Il faut savoir que, ultimement, vous pouvez commencer par une option facile qui est quand même d'utiliser des solutions de stockage Kubernetes que vous offrent les providers de public cloud. Ce n'est pas le choix qu'on a fait. Le choix qu'on a fait, nous, c'est de plutôt aller vers une solution qu'on contrôlait vraiment. Donc dans les solutions qu'on peut contrôler, il y en a de 3 types. Il y a une solution, on va dire que l'idée c'est qu'on va pas gérer, on va gérer le sharding, donc le fait de répartir la data entre nos 3 serveurs. Et donc l'idée c'est que s'il y a un nœud qui est en panne, on est capable de fonctionner, d'avoir accès à toutes nos datas. Donc là il y a 2 technologies assez courantes. Enfin, surtout une, la plus courante c'est Ceph. Donc Ceph, c'est le protocole le plus connu pour faire ce genre de choses et c'est implémenté nativement dans Proxmox. Donc vous pouvez tout à fait définir un espace Ceph sur chacun des hyperviseurs. Et ils vont venir synchroniser la data et du coup cette synchronisation va se faire non pas dans l'univers Kubernetes mais dans l'univers Proxmox.
Voilà, donc là, on voit un petit peu l'architecture. Alors, j'ai pas encore rentré dans notre solution à nous, mais donc sur chaque serveur, on a deux disques en RAID 1, donc les données sont parfaitement répliquées. On utilise LVM parce que ça permet de resizer les partitions très facilement. Et donc, on a Proxmox qui tourne sur ce premier niveau LVM, et si on prenait du Ceph, on partirait là-dessus. L'autre solution, c'est de faire du OpenEBS, donc il y a une couche d'abstraction pour des drivers CSI Kubernetes, pour justement des persistants de volume. Donc il y a deux solutions, il y a plusieurs, il y en a plein des solutions dans OpenEBS, il y a plein de plugins. Un qui est intéressant, qui n'est pas présenté ici, qui s'appelle Mayastor, qui va aussi faire ce sharding. En fait, on lui donne un disque, et le disque, lui, il va le gérer de manière à répartir les données. Donc pour chaque disque qu'il aura sur chaque serveur, lui s'occupe de cette partie-là. Au moment où vous instanciez les persistants de volume, il va faire en sorte que les données soient réparties sur tous les disques. Avec de la redondance, bien sûr, pour supporter de la perte. Alors, on va me dire, oui, c'est bien, il prend un disque, mais là, on ne lui donne pas un disque, on a du LVM. Donc là, l'idée, c'est que vous allez faire une partition dans LVM, et la partition, vous allez la traiter comme un disque. Donc, on va créer une nouvelle table de partition au début de la partition, au secteur 0 de la partition. Et on va configurer QEMU, donc qui est la partie virtualisation utilisée dans Proxmox, pour faire du disque pass-through. Et donc, finalement, il n'y a pas de virtualisation, il n'y a pas de perte de performance. La partie Kubernetes va venir écrire sur le disque comme si c'était un disque local du système. Et donc, c'est pas le choix qu'on a fait non plus. On a fait un troisième choix. Le troisième choix, donc c'est celui qui est présenté. C'est qu'on a utilisé local PV LVM. Alors pourquoi Parce qu'en fait, on est parti du constat inverse, c'est que si vous shardez, vous allez avoir un tiers du trafic écriture sur votre serveur en local ou votre conteneur Kubernetes est en train de s'exécuter, et deux tiers du trafic qui part sur le réseau. La problématique, c'est que si on mixe ça avec du trafic entrant ou sortant avec l'application mobile, par exemple, ou avec la partie IoT, avec 1 giga de bande passante, dans notre cas, on se retrouve avec un goulot d'étranglement, parce qu'on n'a pas eu les moyens d'avoir un VLAN 10 gigas, donc avec un VLAN 1 giga, c'était un peu trop. Alors fort heureusement, toutes les solutions, principalement de base de données, donc pour nous Redis ou PostgreSQL, ont des solutions elles-mêmes inclus et des stratégies pour faire du sharding, c'est elles qui se débrouillent. Entre guillemets, il y a quand même pas mal de setup. Et donc du coup, là vous donnez des disques et eux se débrouillent pour répartir sur leurs instances différentes. Donc on a utilisé local PV LVM qui fait ça. Et donc en fait, in fine, on a les meilleures performances possibles puisque l'écriture et la lecture se font exactement comme si le Docker tournait avec un accès direct au disque. Alors le drawback de ça, on va le voir dans le slide suivant. Alors ça c'est plutôt la qualité en premier. Donc on a, là imaginez le pire des cas, on perd un serveur, il n'est pas joignable, et on a un disque HS. Alors comme on est en RAID, ce serveur avec le disque HS, il est encore capable de nous servir les données. Et avec le système de sharding, avec 2 serveurs sur 3, ça suffit pour avoir accès à 100% des données. Donc là, vous voyez très bien le niveau de robustesse à la panne, en sachant en plus que chaque serveur est dans un data center différent. Alors le drawback de cette solution, c'est évidemment, je ne peux pas, si j'ai 3 nœuds Redis par exemple, je ne suis pas capable de relancer le 3e nœud du serveur non joignable. Parce qu'évidemment, lui, il se retrouve lié à la partition physique qu'il a utilisée. Voilà. Donc du coup, vous n'en avez plus que 2 sur 3, mais c'est encore fonctionnel. C'est plus un problème de gestion de la charge pour le coup. Voilà, donc après, si vous avez des questions... Oui. Exactement. C'est un point où effectivement on s'appuie sur l'infrastructure de l'hébergeur. Après, bon, voilà, il y a des solutions de monitoring pour ça. C'est évident que l'étape suivante, c'est d'aller mettre ces serveurs dans un data center. C'est envisageable le jour où on aura beaucoup de charges pour des questions de coût. C'est évident que le coût d'aller héberger du matériel, et pour le coup, pour rebondir sur la question de quelqu'un, là, sur la partie maintenance et durée de vie des serveurs, bon, on va se retrouver effectivement à gérer des
problématique qui fait qu'il faudra quand même un certain volume de trafic et un certain volume de coûts d'infra pour justifier ces coûts supplémentaires, pour arriver à les lisser et à gagner de l'argent en fait, hein, tout bêtement. Est-ce qu'il y a d'autres questions avec micro? Là, tiens, prends. Ouais. Et du coup, les serveurs, ils sont vraiment séparés ou pas? Parce qu'au final, c'est OVH qui va Ils gérer. sont dans 3 data centers différents. Oui, mais en fait, vu qu'ils sont stockés par exemple ceux à Roubaix, est-ce que s'il y a une faille de sécurité sur un autre serveur d'une autre entreprise, c'est OVH qui gère la sécurité entre les serveurs stockés à Roubaix, entre les entreprises qu'il y a? Non, bah là vous gérez tout là sur un serveur dédié. Voilà. Le petit truc aussi pour dire la limite, c'est qu'évidemment, bah, on n'a qu'un seul fournisseur là qui est OVH. L'idéal aussi, c'est plus que le multizone, c'est le multi-provider. Voilà. Parce que par contre, des incidents, c'est rare hein, chez un hébergeur, mais c'est arrivé. Hein, il y a quelques années, il y en a un qui a viré une entrée de routage BGP et ça s'est mal passé. Merci. Autre question ou pas? Non? Bon, parfait. Merci beaucoup à tous les deux.